Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur comment se mettre ou se remettre au classique. Alors ça a été inspiré par la rencontre au festival Matin avec Popézy et Maïté Robert, puisqu'on parlait du coup de classique en littérature. Je crois que c'était ça, c'était sur à l'école des lettres du coup. Et ils évoquaient voilà, la littérature classique, il y a eu des questions aussi à ce sujet, notamment la question d'une actrice qui demandait comment se mettre au classique parce qu'elle avait, si j'ai bien compris, la flemme de les lire. Et du coup voilà, ça m'a inspiré cette conversation avec les auteurs et avec les personnes qui étaient dans l'assistance. Et je me suis dit pourquoi pas vous en parler en vidéo, puisque j'ai l'impression que les vidéos sur les classiques ça vous plaît. Donc voilà, j'ai fait une petite pile. C'est pas vraiment des recommandations, même si oui, c'en sont quand même. Mais c'est pour vous aider si vous voulez vous mettre ou vous remettre au classique. Alors déjà, je voulais commencer par vous dire que vous n'êtes pas obligé de lire des classiques. Voilà, parce qu'il n'y a pas de honte à ne pas en lire. Les classiques, ça fait partie de la culture. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça veut aussi dire que vous êtes légitime de vouloir en lire. C'est pas juste pour une élite. C'est pas un espèce de pan sacré de la culture qui vous est inaccessible. C'est vraiment des livres comme n'importe lesquels que vous pouvez prendre et lire. Donc c'est légitime de vouloir les découvrir. La littérature, ça appartient à tout le monde et pas seulement à un petit groupe privilégié. Et aussi, je voulais vous dire, ça on en avait parlé en cours pendant le master, quand on l'a évoqué, mais la littérature considérée aujourd'hui comme classique était pas forcément une littérature qui était beaucoup lue à son époque, ou une littérature qui était appréciée à son époque, même recommandable, puisque je pense notamment au procès de Baudelaire pour Les Fleurs du Mal, ou à celui de Flaubert pour Madame Bovary. Proust aussi, qui n'était pas forcément reconnu de son vivant. C'est un peu l'équivalent de Van Gogh pour les arts, enfin pour la peinture. Bon, ça c'est un peu particulier Van Gogh, puisque lui il a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Les autres, ceux que je vous ai cités, Baudelaire, Flaubert et Proust, étaient quand même un peu connus, mais vraiment c'était pas de la grande littérature pour l'époque. En tout cas, ils avaient beaucoup de détracteurs. Donc c'est vraiment une littérature qu'il est possible de découvrir par tous, à tout âge, qu'on soit très très jeune ou adulte, ou jeune adulte, ou âgé. Voilà, c'est pas des espèces de monolithes granitiques entourés de marbre avec des trompettes un peu partout. Enfin voilà, dites-vous, ce sont des livres. Voilà. Et que si ils ne sont pas lus, ils ne vivent plus. Donc ils ont besoin de vous en quelque sorte pour vivre. Le but c'est de ne pas culpabiliser, si vous ne les lisez pas ou si vous les lisez, hein, enfin ne pas vous pousser à les lire par culpabilité. C'est de ne pas les lire non plus si c'est pénible pour vous. Enfin, ça c'est valable pour tout livre, selon moi. Vous commencez à lire le livre, c'est pénible, vous arrêtez. Si vous lisez pour le plaisir. Après, si c'est un objectif pour vous de lire des classiques, c'est autre chose. Mais enfin, sachez quand même que la lecture, avant tout, c'est un plaisir, un hobby, c'est quelque chose qui est... c'est une passion. Du coup, voilà, le but c'est quand même d'y prendre un peu de plaisir. Donc, voilà, c'est là que je voulais en venir. Le but c'est de ressentir ce plaisir de découvrir la littérature, qu'elle soit classique ou non. Voilà, c'était mon espèce de petit disclaimer. Donc, à retenir, la littérature classique c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de honte à ne pas en avoir lu. Et il est légitime de vouloir les lire. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour la lire et la comprendre. Voilà, c'est pas forcément incompréhensible, c'est pas forcément hermétique. C'est juste souvent le terme de classique fait peur, mais c'est classique parce qu'on l'étudie en classe et parce que ça a marqué l'époque ou ça représente son époque. Mais c'est pas des monolithes, il y a des classiques que je n'aime pas du tout, que je déteste même. Et donc voilà. Parlant de classiques que je déteste, c'est pas grave si vous n'aimez pas un classique. On va pas vous bannir de la communauté littéraire ou je ne sais quoi. C'est pas grave. Ça arrive. J'ai des tas de classiques que je déteste. J'ai, on va dire, décidé de vous donner plusieurs techniques pour vous mettre au classique ou vous y remettre si vous en aviez lu et puis vous vous en êtes écarté et vous avez envie de vous y mettre. Le but, bien sûr, là-dedans, c'est l'envie. Hein. Si vous n'avez pas envie d'en lire, aucune obligation, encore une fois. Alors, la première technique, alors les deux premières, elles sont inspirées de ce que disait Popézy pendant la conférence. Il recommandait de commencer par des livres, enfin de commencer petit en fait, donc par des classiques courts ou des nouvelles.
Et je suis plutôt d'accord, parce que quand on a un monolithe, je vais vous prendre n'importe quel livre qui se trouve là, lui par exemple, quand on a cette taille de bouquin, ça va encore. Mais quand on a le monolithe que je vais vous présenter tout à l'heure, non. Un bouquin qui ressemble à un dictionnaire, vous n'allez pas forcément, d'ailleurs il y a des élèves qui m'ont déjà sorti ça, hein, mais madame, vous lisez le dictionnaire, ça donne pas forcément envie et vous êtes potentiellement encore plus intimidé par les classiques. Donc j'ai sorti quelques cours classiques de la bibliothèque. Alors on peut décider que, bon, on veut lire un classique court, mais on veut quand même lire un classique, enfin un auteur emblématique français par exemple, le colonel Chabert de Balzac, c'est très court, vous voyez, c'est juste... ça. Donc c'est hyper court. Alors vous pouvez aimer ou pas, hein, mais vous pouvez au moins essayer si vraiment vous avez envie de vous y mettre. Sachant aussi qu'il y a des notes de bas de page incroyables chez Balzac, puisque dès la première page, voilà, j'ai montré, voilà, ça c'est la première page, et ça, ce sont les notes de bas de page. Que vous n'êtes pas obligé de lire. Hein. Vous pouvez aussi juste vous imprégner de l'histoire et lire l'histoire, vous n'êtes pas obligé de lire les notes de bas de page. Donc voilà, par exemple, le colonel Chabert de Balzac, si vous avez envie d'un auteur emblématique français. Après, j'en ai un autre là d'auteur emblématique français. D'ailleurs, je crois que je vous ai surtout pris des auteurs français. Oui, c'est vrai. Mais il existe aussi des classiques russes, par exemple, qui sont courts. Alors c'est assez rare, parce que bon, souvent quand on pense aux classiques russes, on pense à Anna Karenine, Gare épée et les frères Karamazov, qui sont énormes. Mais il existe aussi La mort d'Ivan Ilitch, qui est vraiment assez, enfin oui, vraiment très court, que je ne vous ai pas pris, mais je ne peux pas vous montrer sa taille. Mais vraiment, ce sont, c'est vraiment très court, c'est une longue nouvelle en réalité. Et dans l'édition que j'ai en haut, il y a en fait 3 nouvelles pour former un livre un petit peu plus long. Mais du coup, c'est aussi un classique très court si vous voulez découvrir aussi la littérature russe. Vous pouvez donc lire aussi des nouvelles, donc par exemple Maupassant, dans des éditions scolaires aussi, donc oui, c'est aussi à ça que je voulais en venir. Ici, c'est pas une édition scolaire, mais c'est une édition avec dossier. Et là, vous avez des éditions scolaires. Donc, vous pouvez prendre des éditions avec dossier, pour pas forcément pour potasser le dossier et pour être à fond, machin, mais j'y reviendrai plus tard à ce sujet, ça peut être intéressant d'avoir... C'était le moment parfait pour tomber en panne de piles, mais c'est pas grave, j'avais des piles de rechange. Donc je disais que c'était... Enfin j'y reviendrai, mais c'est intéressant d'avoir une édition avec dossier. Je vous expliquerai pourquoi dans peu de temps. Mais là je suis sur les classiques courts. Donc vous pouvez aussi prendre des éditions scolaires, donc éditions scolaires qui peuvent aussi être intéressantes. Déjà c'est peut-être un peu moins intimidant d'avoir des éditions scolaires, on se dit ce sont pour les enfants, donc ça peut être plus... Oui, moins intimidant, on se sent peut-être plus rassuré d'avoir une édition que les enfants comprennent, sachant que c'est le même texte, hein, mais ça veut dire que vous avez d'autres aides, par exemple des notes de bas de page ou pour des mots de vocabulaire un peu compliqués, vous avez des illustrations parfois, vous avez un dossier, vous avez une présentation, vous avez le contexte, une analyse des personnages, et ça aussi je vais y revenir dans un instant, donc je peux peut-être vous en parler maintenant. Oui, je vais en fait vous en parler maintenant. En fait, ces éditions avec dossier ou ces éditions scolaires sont sympas parce qu'elles vous permettent de vous imprégner du contexte aussi. Parce que les classiques sont parfois aussi assez intimidants parce que ce sont des livres qui ont été écrits parfois il y a longtemps, voire très longtemps, à un autre siècle, à une époque qu'on ne comprend peut-être pas tout à fait ou qu'on ne connaît pas très bien. Et donc il y a des choses qui nous paraissent un peu bizarres ou des choses qu'on ne comprend pas ou des mots qui sont utilisés, des tournures de phrases qui sont utilisées qu'on ne comprend plus. Et donc c'est intéressant du coup d'avoir un dossier, par exemple là pour le colonel Chabert vous avez trois textes en plus sur la guerre et la littérature, puisqu'en fait ce qui est important dans le texte ici pour comprendre l'histoire c'est que le colonel Chabert en fait rentre chez lui après la guerre et il a beaucoup souffert en fait et quand il revient il n'est plus personne. Voilà, donc c'est ça l'espèce de tragédie du colonel. Mais je vous laisserai découvrir, voilà, je vous laisserai découvrir ça. Mais donc c'est bien aussi de vous imprégner de l'époque dans laquelle se trouve le livre, parce que du coup maintenant, en quelque sorte, enfin dans laquelle se trouve l'histoire, en quelque sorte maintenant les classiques souvent sont des romans historiques en fait, puisqu'ils vous décrivent clairement une époque différente, là le 19e siècle par exemple. Et donc pour les classiques, enfin donc vous n'êtes pas obligé de lire le dossier bien sûr, mais ça peut vous aider, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez le lire avant ou après, c'est selon ce que vous préférez. Alors moi j'ai toujours détesté lire les présentations et les préfaces,
ainsi que les dossiers avant, parce que je voulais d'abord découvrir le texte. Mais si ça vous aide à mieux l'apprécier, bah, n'hésitez pas. Hein. Faites comme vous, comme ça vous plaît à vous et comme vous le sentez. Pour les éditions scolaires, donc c'est sympa aussi, puisque comme je vous l'ai dit, un peu comme les éditions avec dossier, vous avez une présentation, vous avez le contexte, vous avez une analyse des personnages parfois, et vous avez des questions sur l'œuvre. Là par exemple, dans celui-ci, vous avez la peur au cœur des nouvelles fantastiques, hein, puisqu'on va vous traiter des nouvelles fantastiques. Et ici, vous avez Histoire des arts, le Horla en bande dessinée, les représentations de l'angoisse, ce genre de choses. Donc certes, ce sont des éditions scolaires, mais ça peut aussi aider à se détacher peut-être du côté très... formel des classiques. Voilà. Donc là je vous propose les nouvelles de Maupassant. Ici seulement des nouvelles fantastiques avec le Horla. Bon alors peut-être que vous l'avez déjà lu pour les cours justement. Mais c'est une des grandes nouvelles fantastiques françaises. Si pas la plus grande. Et voilà, c'est excellent. Là vous avez d'autres contes fantastiques. Et comme je disais, ici édition scolaire, donc vous avez un dossier, une présentation, le contexte et des clés d'analyse, hein, parce que, alors vous n'êtes pas obligé bien sûr d'analyser les livres ou les classiques, moi j'aime bien le faire donc voilà, mais ça peut aider au moins à comprendre certaines choses. Et donc vous avez aussi les nouvelles réalistes et fantastiques, puisque souvent au collège on étudie le réalisme et le fantastique en 4ème, donc vous avez des... Voilà. Mais vous avez tout un tas d'éditions scolaires comme ça, hein, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, les catalogues sur les sites des maisons d'édition qui font des éditions scolaires, ça peut être sympa. Ensuite, vous pouvez aussi décider de lire des contes, donc par exemple les contes de Perrault. Alors, je ne sais pas s'ils ont été retranscrits dans une langue un peu plus moderne, mais voilà, l'orthographe et la ponctuation ont été modernisées. Donc là, par exemple, dans cette édition, l'orthographe et la ponctuation sont modernisées, vous avez les gravures de Gustave Doré. Voilà. Donc là encore, c'est un classique, les contes de Perrault, mais c'est déjà une édition scolaire, vous n'êtes pas obligé de le prendre en édition scolaire, et ce sont des histoires pour enfants à l'origine, donc le but c'était que les enfants comprennent. Donc voilà, c'est peut-être moins intimidant. Et c'est aussi assez court. Et aussi du coup, comme ce sont des nouvelles, ce sont des textes courts, vous pouvez en lire un, laisser de côté et reprendre plus tard. Contrairement à un roman peut-être que vous préféreriez lire d'un seul tenant. Et je vous propose alors, on va dire une autre forme, c'est pas, enfin, je distingue les formes et les genres littéraires. Donc les formes, vous avez les romans, les nouvelles, les essais, la poésie et le théâtre. Et pour les genres, vous avez voilà, tout le reste, historique, policier, fantasy, fantastique, tout ça. Et donc, il y a un genre qui se prête bien à la lecture de classiques et qui peut être assez sympa, assez... qui je pense est une bonne porte d'entrée en fait, pour lire ou relire des classiques. C'est le théâtre. Voilà. J'allais dire la poésie, mais non, le théâtre. Donc le théâtre classique, par exemple, Phèdre de Racine. Bon alors moi j'adore Phèdre, je sais que certains détestent. Et surtout moi j'adore parce que c'est en vers, ça rime, il y a un vrai rythme. Et même si, enfin, on comprend ce qui se passe, on comprend le sens général, on comprend peut-être pas exactement tous les mots, mais je trouve que c'est juste beau. Voilà, et donc voilà. Mais je suis biaisée, parce que j'adore Racine. Donc voilà, Phèdre par exemple, mais vous avez aussi Bérénice, vous avez Iphigénie, vous avez... Alors vous avez beaucoup de tragédies chez Racine, vous avez pas de comédie à part le... Est-ce que vous avez des comédies par Racine? Waouh. Je sais que Corneille en a fait, mais Racine, là j'ai un gros doute. Je sais qu'à la fin il fait des pièces religieuses, comme Esther ou Athalie. Est-ce que c'est Athalie qui l'a fait? Esther, c'est sûr? Si, les plaideurs. C'est une comédie, je crois. Bon, bref. Donc vous avez le théâtre, Racine, Corneille, d'autres encore, bien sûr, Molière par exemple pour la comédie, hein. Mais j'aime pas Molière donc voilà. Et vous avez aussi des classiques modernes, par exemple Bertolt Brecht avec La résistible ascension d'Arthur Louis, où vous avez quand même un contexte qui est un petit peu, enfin qui est important à connaître, puisque, bah alors vous allez probablement le reconnaître, mais au fur et à mesure qu'on lit le texte, on comprend qu'en fait l'auteur fait une analogie avec une période de l'histoire assez noire, voilà. Mais de toute façon c'est écrit dans le résumé, donc si jamais... moi je vous le dis pas parce que... Voilà, mais si jamais vous voulez savoir, vous avez juste à lire le résumé, c'est écrit dedans. Mais voilà, donc c'est... en gros, c'est une façon de... pas parodier, mais réécrire la dictature. Et c'est très accessible et très sympa. Voilà. Donc, c'était la première technique, commencer petit et lire des classiques courts ou des nouvelles. Et donc aussi s'imprégner donc du contexte avec des dossiers, des présentations, des préfaces, ce genre de choses si ça vous intéresse. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être sympa.
Alors, Popézy a aussi mentionné une technique que moi personnellement je n'utilise pas, mais que vous, bien sûr, vous pouvez utiliser si ça vous aide. C'est la technique de regarder l'adaptation avant. Bon, comme je vous dis, moi je le fais pas parce que j'aime bien découvrir d'abord l'œuvre originale et ensuite regarder l'adaptation. Mais vous pouvez évidemment le faire si ça vous aide ensuite à vous diriger vers des classiques, si c'est ce que vous voulez. Encore une fois, toujours, le but c'est si vous avez envie, aucune obligation. Et donc par exemple, évidemment, Le Comte de Monte-Cristo, si vous avez aimé le film, que ça vous a vraiment porté et que vous avez adoré ce qui s'est passé, vous pouvez lire ensuite le classique. Alors là c'est le tome 1, il y a 2 tomes, donc c'est vraiment très long Le Comte de Monte-Cristo, mais c'est très très fluide et très bien écrit, et enfin, on va dire c'est très fluide, c'est une langue qui n'est pas pénible à lire, je veux dire qui n'est pas très recherchée. Si, elle est recherchée cette langue, mais c'est pas quelque chose qui va vous peser en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui est fluide et vous allez être entraîné dans le texte et voilà, c'est... Normalement, il n'y a pas de... Vous n'allez pas vous sentir en train de galérer dans le texte, c'est assez fluide. Vous pouvez lire Le Comte de Monte-Cristo par exemple, vous pouvez aussi lire les Sherlock Holmes, puisque vous avez tout un tas d'adaptations de Sherlock Holmes, donc si vous avez aimé, vous en avez peut-être vu une, plusieurs. Si vous avez aimé Sherlock par exemple avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, si vous avez aimé les films avec Jude Law et Robert Downey Jr., vous pouvez tenter aussi de lire Sherlock Holmes. Alors les 2 premiers tomes de Sherlock Holmes sont des romans, et à partir du tome 3, ce sont des recueils de nouvelles, donc à nouveau vous pouvez voilà, lire une nouvelle, reposer, revenir. Et il me semble que vous n'êtes même pas obligé de les lire dans l'ordre, parce que c'est pas, voilà, pas obligé de lire dans l'ordre. Donc il y a 3 romans dans la série, il y a Le Signe des 4, L'étude en rouge et Le Chien des Baskerville, et tous les autres ce sont des recueils de nouvelles. Donc, voilà. Si vous avez aimé, si vous aimez le personnage de Sherlock Holmes, vous pouvez aussi vous diriger vers les classiques grâce à lui. Et la dernière recommandation pour l'adaptation, vous pouvez avoir vu une adaptation de cette pièce de théâtre qui est la meilleure du répertoire français avec Phèdre, Cyrano de Bergerac de Rostand. Donc vous pouvez avoir vu soit l'adaptation avec Depardieu qui est, je trouve, géniale, pas Depardieu, l'adaptation. Vous pouvez, ou alors vous pouvez avoir vu par exemple la pièce de théâtre Edmond, voire l'avoir lu, qui nous raconte du coup la genèse de la pièce Cyrano de Bergerac. Et ça peut vous donner envie de lire le texte. Alors c'est juste magnifique, c'est trop beau, c'est formidable. Et je ne peux que vous la recommander. Alors c'est une pièce un peu plus longue que les autres. Elle fait 300 pages. Mais c'est très beau. Voilà. Donc si l'adaptation vous a plu, pourquoi pas tenter de lire le texte d'origine. Ah, encore une fois, c'est pas une technique que moi j'utilise, mais c'est une technique que certains utilisent, donc peut-être qu'elle vous conviendra à vous. Ensuite, vous pouvez aussi... Alors attendez, ouais, on va prendre ça. Vous pouvez aussi prendre des livres dont le thème vous intéresse, hein, comme vous le feriez en fait pour des livres contemporains. Je sais pas, par exemple, vous aimez lire... voilà. Vous aimez lire des livres à propos des sorcières, et bien vous pouvez prendre un livre qui raconte une histoire de sorcière, mais qui est considéré comme un classique. Vous avez La sorcière de Michelet, par exemple. Vous avez... The Crucible, donc en français je ne sais plus comment ça s'appelle, d'Arthur Miller, qui est une pièce de théâtre américaine. Alors il faut aussi avoir le contexte pour cette pièce de théâtre pour, alors pas la comprendre complètement parce que moi je l'ai lu sans avoir le contexte, mais au moins pour une fois qu'on l'a lu, pour voir un peu le côté, pourquoi en fait réécrire le procès des sorcières de Salem dans les années, alors je ne sais plus du tout quand est sorti le livre, mais enfin c'était au XXe siècle, donc pourquoi réécrire cette histoire au XXe siècle? Bon, il y a une idée derrière, donc ça peut être intéressant, mais vous pouvez aussi par exemple aimer le côté assez gothique, fantastique, sombre de certaines fictions, et donc vous pourriez aimer éventuellement Les Fleurs du Mal de Baudelaire, le meilleur livre de tous les temps, qui est tout mort de partout, mais qui est formidable. Donc ça peut aussi, alors vous remarquerez que là je commence à introduire de la poésie, ça peut aussi vous mener vers des formes que vous n'avez pas lues avant ou que vous ne pensiez pas apprécier. La poésie par exemple, Baudelaire c'est juste magnifique, et je ne peux que vous le recommander, évidemment. Je ne vois pas comment dire de plus, Baudelaire c'est trop beau. Encore une fois, pas obligé de le lire, c'est juste si vous aimez le côté très... comment dire, par exemple, Baudelaire, en son temps, il n'était pas un poète révéré, me semble-t-il. Il était journaliste, il faisait des critiques d'art, et des critiques littéraires d'ailleurs. Mais il a eu un procès pour Les Fleurs du Mal. Voilà, donc
lisez Les Fleurs du Mal, c'est magnifique. Mais oui, voilà, c'est tout un côté très, très spécial et très sombre de l'être humain et voilà, et des sentiments et tout ça, enfin, c'est magnifique. Ou alors vous pouvez par exemple être attiré par des questions comme le féminisme, et donc vous pourriez lire La Cité des Dames de Christine de Pizan. Alors là, les éditeurs du texte ont modernisé la langue de Christine de Pizan, hein, puisqu'elle écrit en ancien français, donc ça aurait pu éventuellement être difficile à lire. Là ils ont modernisé et c'est vraiment très très fluide, c'est très intéressant, ça nous parle de la condition de la femme au Moyen-Âge et ça voilà, ça nous plonge vraiment complètement dans un contexte historique qu'on a perdu entre temps, hein, puisque, bah, comme je le disais dans la chronique que j'ai faite dans une autre vidéo, elle nous parle beaucoup de femmes du passé, donc de femmes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et aussi, bien sûr, de femmes de saintes ou de la Vierge Marie, puisque à l'époque au Moyen-Âge, être catholique, c'est évident, puisque la France, le pouvoir français est lié à la religion. Donc voilà, donc c'est vraiment un contexte très particulier. Qu'il faut avoir en tête pour lire le texte et pour l'apprécier. Voilà. Excellent, évidemment. Oui, alors soit vous faites ça, donc vous avez des thèmes qui vous intéressent et vous vous dites bah pourquoi pas lire celui-là. Il y a beaucoup de livres, par exemple La peau de chagrin de Balzac que je n'ai pas encore lu, mais qui est un roman fantastique. Ça peut être une porte pour vous si vous aimez ce genre de texte. Mais vous pouvez aussi vous laisser guider par des textes, alors hop, ils sont là, par des textes que vous lisez, des romans que vous lisez et qui mentionnent des œuvres classiques et vous vous dites ah j'aimerais bien les lire mais est-ce que je vais y arriver? Alors je vous ai sorti 3 textes du coup. Vous avez Danse macabre par exemple de Stephen King qui a été traduit par Anatomie de l'horreur. Lui mentionnait par exemple The Haunting of Hill House et The House Next Door, donc The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, donc la maison hantée, et The House Next Door dans la maison d'à côté d'Anne River Students. Alors The House Next Door n'est pas un classique, enfin n'est pas considéré comme un classique. Par contre, The Haunting of Hill House, c'est un classique moderne. Donc, voilà, vous lisez Anatomie de l'horreur, vous tombez sur la critique de Stephen King sur The Haunting of Hill House, vous le lisez, vous avez lu un classique. Et c'est incroyable, ce livre est génial, je l'ai beaucoup aimé. On peut aussi lire par exemple The Secret History de Donna Tartt et se dire waouh, c'est vachement bien, mais les personnages parlent beaucoup de littérature antique, de culture antique, hein, grecque et romaine. Pourquoi pas se lancer dans la lecture d'un classique gréco-romain? C'est pas parce que c'est gréco-romain que c'est éculé ou trop ancien ou que c'est ringard ou que c'est trop difficile. Hein. Vous pouvez par exemple lire les Métamorphoses d'Ovide qui sont incroyables, génial. Moi quand je l'ai lu, je l'ai commencé, je me suis dit c'est quand même vachement gros, c'est écrit tout petit, ça tombe je vais rien comprendre et enfin quand même c'est de la littérature latine. J'ai tout compris, c'était incroyable. En plus c'est des petites vignettes puisque vous avez les métamorphoses de la mythologie alors grecque et romaine pour le coup. Je crois d'ailleurs qu'il met les noms grecs, mais j'ai un doute. Bref, vous avez une grande partie des métamorphoses de la mythologie gréco-romaine. Et ce sont des vignettes, c'est-à-dire qu'on va vous parler par exemple, je ne sais pas, de Philomèle. Ça va faire une page, 2, 3. Et vous allez passer à Lycan, une page. Et puis vous allez passer à, personne ne me vient, Méduse. Voilà, Méduse, 4 pages. Et voilà, donc vous allez avoir des... ça va être très court en fait et on va vous parler petit à petit de ces différentes figures. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous dire, bah let's go aller lire Antigone, soit l'original de Sophocle, soit la réécriture de Jean Anouilh. C'est un classique, ça passe. Et le dernier dont je voulais vous parler, If You Were Villains d'Amel Rio, où les personnages, alors c'est le même titre en français, où les personnages sont des étudiants qui étudient Shakespeare. Et alors moi j'avais déjà lu certains des textes qui étaient mentionnés, mais ça m'a donné super envie de relire par exemple Jules César, que j'ai pas tellement aimé la première fois que je l'ai lu. Et voilà, ça m'a donné super envie, mais du coup ça peut vous donner envie de lire Shakespeare et vous pouvez vous dire bah voilà je vais tester. Alors Shakespeare c'est difficile à lire, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est très possible par exemple dans les éditions scolaires, puisqu'il y a, alors je crois qu'il y a... Voilà, il y a une petite feuille dans cette page, pourquoi? C'est la scène du balcon? C'est la scène du balcon, voilà, c'est pour ça, je comprends mieux. Donc vous avez aussi des éditions scolaires pour Shakespeare, alors vous n'avez pas tout, hein. Vous avez Roméo et Juliette, je crois que vous avez Hamlet, et je crois que c'est tout, mais j'ai un doute. Enfin bon, là ça c'est une édition pour les classes de 4ème.
Donc vous avez un dossier, vous avez des notes de bas de page, voilà, vous avez des explications. Donc pourquoi pas. Je l'ai fait étudier à mes élèves de 4ème quand j'étais en stage. Et il me semble qu'ils avaient bien aimé. C'était un peu chaud mais ils avaient bien aimé. Donc vous pouvez tenter. Et pour Shakespeare, vous avez aussi des éditions donc, qui ne sont pas scolaires, comme celle-ci chez Gallimard, pour Richard III. Et là, donc pour le coup, là, vous n'avez aucun dossier, aucune présentation, et vous avez le texte, alors sans notes, il me semble. Donc ça peut être un peu plus compliqué à lire, mais les traductions sont différentes, du coup. Par exemple, là, vous aviez... Ah non, c'est la même, autant pour moi. Donc c'est le même traducteur. Juste là, vous avez des notes de bas de page, un dossier, quelque chose, un soutien pour les élèves qui lisent le texte, et là, vous n'avez rien. Voilà. Donc vous pouvez très bien tenter, et c'est vraiment très beau. Voilà. Mais je vous cache pas que Shakespeare, c'est plus compliqué à lire, par exemple, que qui je vous ai donné qui est facile à lire là. Ben, Alexandre Dumas, par exemple, ou Rostand, qui est quand même... Alors, c'est en vers, mais c'est quand même plus facile que Shakespeare. Voilà. Ensuite, vous pouvez... Alors, attendez, on va prendre le 18e, parce que je vous ai pas encore parlé de ce siècle. Et on va prendre le 10e aussi. Hop. Alors, vous pouvez aussi prendre des anthologies de textes. Par exemple, les célèbres La Gare des Michards. Hein, vous avez, par exemple, là, le 18e ou le 19e. Et vous les feuilletez, juste, hein, pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Et vous lisez un extrait. Alors ici, Gil Blas, par exemple. Vous lisez un extrait et ça vous plaît ou pas. Mais du coup, ça peut aussi vous donner envie de lire le texte en entier. Ouh, je suis tombée sur Voltaire. Ah la passion. Le Neveu de Rameau par exemple, vous pouvez lire un passage de Diderot et vous vous dites non j'ai bien aimé, du coup j'ai envie de lire un texte complet de Diderot. Et vous avez aussi 19e par exemple, un 19e qui est un grand siècle de littérature en France. Vous tombez par exemple sur Alfred de Musset ou sur Vigny. Vous avez donc des extraits de... Alors est-ce que c'est seulement du roman? Non, vous avez aussi des poèmes, vous avez des pièces des extraits de pièces de théâtre. Donc voilà, ça peut vous donner envie de découvrir des auteurs de manière plus... à lire un texte complet d'eux. Surtout que souvent les classiques ce sont des œuvres qui sont tombées dans le domaine public pour certaines et qui sont aussi sorties dans des éditions qui sont pas très chères. Voire vous pouvez les emprunter à la bibliothèque, les trouver d'occasion. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sont comment dire, des plaisirs qui ne sont pas chers. C'est sympa. Et voilà, et vous pouvez aussi, par exemple, puisque je vous avais déjà parlé de poésie, prendre une anthologie de poésie, ici anthologie de poésie française de Georges Pompidou, et la feuilleter, lire par-ci par-là, vous dire ça c'est super beau, j'aimerais en lire plus. Par exemple là je suis tombée sur Victor Hugo, Winnie Winnie Witchy. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé, et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine. Je me suis étonnée d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. Voilà, vous pouvez lire ça, il y a Demandez l'aube juste à côté, voilà, pourquoi pas. Vous avez Alfred de Vigny, Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre, voilà, c'est très beau. La Fontaine, voilà, par exemple, La Fontaine, qui est très très court dans ses textes, mais que vous pouvez facilement lire. D'ailleurs, il y a une nouvelle édition des Fables de La Fontaine qui est sortie. Donc alors je peux pas vous en parler tout à fait parce que je ne sais plus si ce sont des réécritures en fait de fables ou si c'est à la manière de La Fontaine, mais c'est Popézy qui a sorti un recueil illustré et il est sorti il n'y a pas longtemps, donc ça peut aussi être une façon sympa d'entrer dans les classiques. Voilà, Popézy, voilà, ça s'appelle Monarque. Monarque, les corbeaux et les renards. Donc c'est une guerre entre corbeaux et renards. On a un lion roi, enfin un roi lion plutôt. Donc la BD est construite comme une tragédie classique en 5 actes et presque entièrement en vers. Elle s'inspire du versant le plus politique et cruel de l'œuvre lafontainienne. C'est pas la grosse marade de royaume. Voilà, donc c'est illustré par Rome Montalban qui s'est inspiré de Gustave Doré et Odilon Redon. Et donc le tout est parsemé de références aux fables plus ou moins célèbres de La Fontaine. Donc voilà, je vous recommande, ça peut éventuellement, si vous lisez ce texte, vous pouvez éventuellement avoir envie ensuite de découvrir les fables d'origine de La Fontaine, ce qui est très sympa. Là je suis tombée sur Racine, il y a Lamartine bien sûr, Verlaine, Baudelaire, Nerval, Banville, voilà. Donc Verlaine c'est incroyable, hein. Verlaine j'adore. Faudrait d'ailleurs que je le lise beaucoup plus, mais j'adore. Verlaine, je trouve ça très très beau.
Je vais vous lire aussi du coup une strophe. Nous étions seuls à seuls et marchillions en rêve. Elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Soudain tournant vers moi son regard émouvant. Quel fut ton plus beau jour, fit sa voix d'or vivant. Voilà, c'est magnifique. Et on a aussi Mon rêve familier qui est incroyable, que j'adore. Il y a aussi un autre texte. Ah oui, celui-là je peux vous le lire en entier, je pense que c'est un de mes préférés de lui. Voilà, je vais vous lire Colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure repassé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignions nos bouches, c'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui vaincu vers le ciel noir. Tels ils marchaient dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Voilà, moi je trouve ça très beau. Il y a aussi Clair de Lune, il y a Mon rêve familier que j'adore. Voilà, je ne peux que vous recommander fortement ce livre qui est, je trouve, vraiment très très beau. Enfin, ce livre. Les poèmes de Verlaine, vous avez aussi Apollinaire. Voilà, enfin, vous avez tout un tas de poètes ici qui peuvent vous permettre de découvrir en fait des poètes qui pourraient vous plaire. Après les anthologies, donc je vous avais parlé de s'imprégner donc du contexte d'une œuvre, alors enfin du contexte d'une œuvre, oui. Si vous avez envie, je ne sais pas, de lire Victor Hugo, il faut savoir dans quel contexte il écrit. Par exemple, quand il écrit ses châtiments, il les écrit contre quelqu'un, donc c'est bien de savoir contre qui il écrit et pourquoi. Quand il écrit les contemplations, alors c'est moins politique, mais il y a quand même tout un contexte à connaître. Par exemple, Demain dès l'aube, il l'écrit pour sa fille. Donc le contexte peut aider à l'appréciation des œuvres, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout savoir sur le contexte pour apprécier une œuvre, hein, mais ça aide toujours, enfin on comprend mieux certains aspects d'une œuvre. Ensuite, alors il me reste 3 conseils à vous donner, et j'ai encore des piles, c'est merveilleux. Alors vous pouvez aussi prendre des classiques qui sont proches de genres littéraires que vous aimez. Par exemple Le Policier, je vous ai parlé de Sherlock Holmes, vous pouvez aussi prendre de la science-fiction, Jules Verne. Alors là je vous ai pris 20 milieux sous les mers parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais c'est un livre assez gros et, et je me souviens avoir parlé de ce livre avec des amis qui disaient que c'était insupportable parce qu'il y avait énormément de descriptions de tous les types de poissons ou de plantes qu'on trouve au fond des mers, et moi j'avais trouvé que ça offrait une telle couleur locale au texte que j'avais adoré en fait. Donc voilà, moi j'ai aimé, mais pas tout le monde, donc je vous préviens. Mais donc Jules Verne en général, en fait, vous pouvez lire Voyage au centre de la Terre, vous pouvez lire De la Terre à la Lune. Voilà, il y a tout un tas de textes de Jules Verne qui sont proches de la science-fiction. Vous pouvez aussi lire des classiques modernes comme Philippe K. Dick qui est considéré comme un classique. Vous pouvez lire Isaac Asimov qui est aussi considéré comme un classique en science-fiction. Pour la fantasy, vous avez alors la mythologie hein, qui est aussi quelque chose qui a nourri en fait les textes fantasy. Par exemple l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Moi j'ai pas aimé l'Odyssée, mais vous pouvez le lire et éventuellement l'aimer, hein, parce que moi j'ai pas aimé un texte que vous ne pourrez pas l'aimer. Vous pouvez aussi lire, du coup, comme je vous l'ai dit, Les Métamorphoses de Vide. Vous pouvez lire en fantasy Tolkien, qui est impressionnant parce que c'est Tolkien, mais qui a écrit donc Le Seigneur des Anneaux, hein, et Le Hobbit, donc Le Hobbit qui est plus abordable que Le Seigneur des Anneaux. Là encore, du coup, pour l'adaptation, ça passe, hein, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux et que ça vous dit de le lire, tentez, puisque c'est aussi un classique. Pour la fantasy, qu'est-ce qu'on a d'autre en classique? Pourquoi il y a absolument rien qui aime bien? C'est grave, c'est grave. Bref, donc vous prenez un genre que vous aimez et vous pouvez du coup éventuellement vous diriger vers des classiques du genre Edgar Allan Poe par exemple pour le policier, mais aussi le fantastique. Oui, alors pour le fantastique, du coup, qui est alors pas du tout une branche de la fantasy, mais qui est autre chose, quelque chose qui est à côté, il y a beaucoup de textes qui peuvent vous mettre un pied dans les classiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de Maupassant, mais il y a d'autres textes qui peuvent éventuellement vous donner envie de découvrir, par exemple Edgar Allan Poe, du coup. Edgar Allan Poe qui est traduit par Baudelaire en français, donc merveilleux. Après donc le genre, vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait pour lire cette brique absolue, Les Misérables de Victor Hugo. Alors ce livre, je l'ai acheté, je me suis dit je veux le lire, voilà. C'est un monument de la littérature française et j'ai envie de lire Victor Hugo. Donc je l'ai pris. C'est d'ailleurs je crois le premier Victor Hugo que j'ai lu, enfin le premier roman de Victor Hugo que j'ai lu. Et d'ailleurs c'est mon préféré. Et c'est toujours mon préféré. Et je me suis dit mais j'y arriverai jamais. Enfin je veux dire le truc est trop gros pour moi, c'est pas possible. 1600 pages, je ne peux pas lire
ce monstre. Et donc je me suis dit, non mais j'ai quand même très envie de le lire, et ben je vais le tronçonner. C'est-à-dire que le livre, il est séparé en 5 parties, et ben je vais lire la première partie, puis je vais le reposer et lire autre chose. Et c'est beaucoup plus agréable à lire, puisque par exemple la première partie des Misérables s'arrête à la page suspense intense 342. Non pas du tout, 344. Donc c'est un livre, on va dire, moyen. 344 pages, enfin, ça peut être n'importe quel roman que vous liriez. Donc c'est possible, c'est faisable. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai tronçonné le livre en 5 parties et j'ai lu les 5 parties petit à petit. Et j'ai réussi à finir Les Misérables. Vous pouvez faire pareil par exemple pour... Je vais le reprendre parce que c'est un des gros livres dont je vous ai parlé. Vous pouvez faire la même chose pour Le Comte de Monte Cristo. Alors il n'y a pas vraiment de partie dans Le Comte de Monte Cristo, mais vous pouvez décider, je sais pas, d'un nombre de pages, d'un nombre de chapitres après lequel vous vous arrêtez. Souvent les chapitres dans Monte Cristo sont pas très longs. Donc par exemple là je suis à la page 305 et je suis au 24e chapitre. Voilà, donc vous pouvez vous dire, bah je m'arrête là pour l'instant et je lirai la suite plus tard. Vous pouvez aussi prendre, du coup, bah, comme ici, vous pouvez prendre des gros livres qui sont divisés en plusieurs tomes. Par exemple, Les Misérables est sorti en 2, 3, 4 tomes, il me semble. Je sais pas s'il y a jusqu'à 5, mais il est sorti en plusieurs tomes. Vous pouvez aussi faire ça. Mais vous pouvez aussi tronçonner vous-même. Par exemple, vous voulez lire Anna Karénine, et bah, vous vous dites, comme pour le Comte de Monte Cristo, ce que je viens de vous dire, hein, je m'arrête à tel nombre de pages ou je m'arrête à tel nombre de chapitres. Alors pour tel nombre de pages, si vous êtes en plein milieu de chapitres, c'est un peu gênant. Mais du coup, vous pouvez vous dire, bon, le chapitre s'arrête là, je m'arrête ici. Et vous reprenez plus tard. Voilà. Donc c'est aussi une façon d'avancer dans les classiques si vous voulez en lire des gros qui sont intimidants mais que vous n'osez pas lire parce qu'ils sont trop gros, justement. Alors j'avais aussi lu, alors c'est là-dedans, hein, j'ai le livre juste à côté là. Là-dedans, alors Remède littéraire, ça a été traduit par Remède littéraire, hein, du coup en anglais The Novel Cure. Il vous conseillait en fait, si vous aviez trop peur des gros livres, de vraiment littéralement, physiquement les couper quoi. Non, ça par contre, enfin vous pouvez faire vous, hein. Mais moi voilà non. Je suis là quand même. Et enfin mon dernier conseil, si vous avez envie de lire des classiques mais vous avez peur de vous y mettre, faites des lectures communes. Attachez-vous à un club lecture qui lit des classiques ou proposez à une amie de lire le classique avec vous. C'est plus motivant et c'est moins intimidant je trouve d'avoir un ami de lecture, en fait quelqu'un avec qui vous pouvez parler de ce livre qui vous intimide ou que vous avez du mal à commencer. Ça peut être vraiment sympa, vous pouvez vous placer, enfin vous mettre des objectifs. Alors moi personnellement quand je fais une lecture commune je n'y arrive pas parce que la contrainte ça me... mais si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup avoir une organisation assez claire, vous pouvez vous dire, bah voilà, prenons Les Misérables. Écoute Chloé, on lit Les Misérables. Alors au sein des tomes il y a des livres en plus, hein. Donc vraiment vous pouvez vraiment bien le tronçonner, c'est là. Donc on va dire que dans une semaine on a lu le premier livre. Voilà, on lit le premier livre, voilà, injuste. Donc le tome 1, attendez, hop, je vous montre. Donc on prend le tome 1 Fantine, on se fait le livre premier injuste, il fait... Il fait 74 pages, donc voilà, on se dit une semaine pour lire les 74 pages du premier livre. Ou 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Faites-vous une organisation, tout ça si vous avez envie de le faire. Après vous pouvez aussi être beaucoup plus relax et vous dire, bon bah ce mois-ci avec Charlotte, on lit 20 milieux sous les mers, voilà. On a le mois pour le lire et après on se rejoint, on va dans un café ensemble et on discute du bouquin. Voilà, c'est sympa aussi. Mais du coup, oui, je me dis que ça peut vous aider. Après, si vous n'avez pas envie de lire ces livres avec une amie ou un ami, ou si vos amis ne lisent pas trop, vous pouvez aussi vous attacher à un book club. Alors, soit un book club que vous suivez vraiment, enfin un club lecture du coup, que vous suivez vraiment, des gens avec lesquels vous échangez, j'aime pas dire, des gens avec lesquels vous discutez, ou alors vous suivez un book club en ligne. Donc vous n'allez pas rencontrer ces gens, mais je sais pas, imaginons... J'en sais rien. Moi, je suis en train de lire ce livre. Voilà le book club de Books and Lala par exemple. Ils ont choisi The Woman in the Window pour lire, à lire ce mois-ci. Bah, je vais le lire avec eux et je vais regarder la vidéo de discussion où certains youtubeurs parlent ensemble du livre. Voilà, ça peut être sympa aussi, ça peut vous motiver. Vous avez l'impression de ne pas être seul face au livre. Voilà. Donc je pense que la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura donné envie de lire,
que ça vous aura pas intimidé, que ça vous aura pas mis l'impression non plus, parce que c'est pas le but, mais que ça vous aura donné des techniques si vous avez envie de vous mettre ou de vous remettre classique. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça fonctionne ou pas hein, pour vous, ou si vous avez d'autres techniques d'ailleurs, puisque bon, si vous avez regardé cette vidéo, peut-être que parce que vous aviez besoin de conseils, voilà. Mais encore une fois, aucune pression, aucune obligation. Le but c'est que ce soit pénible, c'est que ce soit un plaisir. Après si vous aimez lire des livres pénibles, ok. Mais si vous êtes là pour le plaisir et la passion, ne vous mettez pas la pression. Voilà. Et il y a aussi des cas où certains livres, vous voulez y entrer et vous n'y arrivez pas. Et c'est juste que c'est pas le moment de les lire. Moi ça m'est souvent arrivé où j'ai commencé un livre et je me suis dit ah non. Et je l'ai repris quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard et ça l'a fait. Après il y a des livres avec lesquels ça ne le fait jamais. Et c'est pas grave, ça arrive. Les livres c'est comme les gens. Il y en a qu'on ne supporte pas et il y en a qu'on adore. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire, si les conseils donc sont utiles ou pas, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.